Oui, bonjour et merci de m'accorder la parole à cette tribune. Moi, je suis un simple militant de terrain qui essaie de décliner au quotidien la validité de la loi de 1905. Alors, j'ai une particularité, je suis biterrois et vous le savez, ma commune est dirigée depuis 2 mandats par un maire d'extrême droite qui a un rapport avec les lois de la République qui est assez particulier. Donc je vais articuler mon propos sur 3 parties. L'une, c'est la description des atteintes à la laïcité dans cette commune et la lecture qu'on peut faire de la loi de 1905 pour chacune de ces atteintes à la laïcité. Un aspect plus général sur l'emprise de la religion sur notre société, qui va recouper ce qui a été dit par les précédents intervenants. Si Alain a pensé à me donner la parole, c'est que dans un petit canard syndical, j'avais épinglé Éric Moulin de Beaufort au regard de l'article 35 de la loi de 1905. Et donc, il avait trouvé qu'il y avait un certain intérêt à publier mon écrit dans la revue qu'il dirige. Et donc de me donner la parole aujourd'hui. Voilà. Et le troisième aspect, Alain l'a dit, je suis secrétaire départemental des délégués départementaux de l'éducation nationale, une organisation qui est vigilante par rapport à la laïcité. C'est pas à ce titre que j'interviens, c'est à titre personnel, mais je porte un regard particulier sur la question laïque appliquée à l'école et aux dérives profondes qu'on a actuellement et l'impact notamment du dualisme scolaire sur une ségrégation à la fois scolaire et sociale qui sévit dans notre pays et qui est cause, à mon sens, et au sens de quelques autres, de l'échec scolaire connu par les enfants des catégories les plus populaires. Il y a une disparité de moyens qui est accordée dans notre pays et l'école privée confessionnelle y contribue largement. Voilà, donc je reviens un petit peu à mon propos. De la loi de 1905, beaucoup de défenseurs de la laïcité s'en tiennent à l'article 1er. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et à l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Bon, ce sont les fondements qui sont posés. Mais la loi en compte 44 et certains sont trop souvent passés sous silence. Ils méritent pourtant que l'on s'y attarde car ils sont d'une grande utilité pour ramener dans le champ de l'universalisme républicain tel ou tel qui s'égarerait sur les chemins de traverse du communautarisme ou prétendrait restaurer ici ou là le primat de la religion sur la loi de la République. On en a parlé un petit peu précédemment. Donc à Béziers, depuis que le maire de Béziers est en place, nous avons constaté qu'il avait quelques capacités à afficher des travers ouvertement racistes et xénophobes, dont il a récemment d'ailleurs confessé, en bon chrétien, le caractère coupable. Il demanderait, semble-t-il, l'absolution. Mon propos n'est pas de savoir, et je pense que ça ne vous intéresse pas non plus, s'il convient de la lui donner, mais d'attirer votre attention sur le caractère particulier qu'il entretient avec donc, les lois de la République. Il est arrivé aux affaires en 2014 et en août 2014, il a inauguré la feria traditionnelle de la ville par une messe inaugurale. Ça ne s'était jamais pratiqué avant et cette pratique est assez insolite pour que l'archiprêtre de la cathédrale en vienne à lui rappeler publiquement dans la presse qu'il était assez malvenu de mélanger ainsi le sacré et le profane. Premier épisode. Deuxième épisode, la crèche de l'hôtel de ville. C'était au mois de novembre. Quelques mois plus tard, donc, il nous inaugurait une crèche de la nativité au sein même de la maison commune, violation évidente de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui précise « Il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics en quelques emplacements publics que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou des expositions. » La mairie n'étant ni un cimetière ni un musée, c'était assez malvenu. Donc les laïcs ont protesté. Le sous-préfet de l'époque, Christian Pouget, a saisi le tribunal administratif et la municipalité a été condamnée.
La situation s'est reproduite 4 années consécutives, et pour ajouter au comique de situation, on a eu une année où la crèche était sur roulette de façon à pouvoir la sortir de l'hôtel de ville lorsque la condamnation serait prononcée. Sauf que le temps a passé et qu'on a fini par avoir un arrêté qui stipulait que la tradition culturelle était reconnue et que la mairie de Béziers avait donc le droit d'installer sa crèche. Entre-temps, le sous-préfet récalcitrant a eu une promotion à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc il a quelques difficultés à agir sur le local, et les laïcs de Béziers continuent de réclamer, dans une indifférence quasi totale, l'application de l'article 28 de la loi de 1905. Ils ont lancé une pétition, j'ai été co-signataire, et nous avons recueilli 290 signatures seulement, et qui couvraient pratiquement l'ensemble du territoire national. Troisième épisode, beaucoup plus discret, mais qui m'a interpellé, moi, en tant qu'ancien directeur d'école, militant de la laïcité scolaire, l'effigie de Saint-Jacques. Après la crèche, donc, nous avons eu l'effigie de Saint-Jacques, l'image pieuse du saint à la coquille, avec l'auréole réglementaire figurant sur fond de vitrail, peinte en trompe-l'œil sur le mur de l'école maternelle publique Carnot, établissement fréquenté à 80% par des enfants issus de l'immigration maghrébine. Une manière sans doute d'imprégner ces bambins de la vitalité de nos racines chrétiennes chères à l'édile de la ville. Sauf que sur le mur d'une école publique, on est sur un emplacement public et pas précisément, là non plus, dans un cimetière ou dans un musée. Donc nous avons saisi, à l'époque, par le truchement de la secrétaire générale du Comité national d'action laïque, l'Observatoire de la laïcité, et, miracle si l'on peut dire, Jean-Louis Bianco avait convenu qu'il y avait bien atteinte à l'article 28 de la loi de 1905. Mais que croyez-vous qu'il advint ? Rien du tout. On a sollicité les autorités académiques, les différents directeurs académiques, et au nom du pas de vague, ces gens nous ont répondu qu'il n'y avait pas, à leurs yeux, de problème. Monsieur, m'a-t-on répondu en audience, c'est culturel. On ne va quand même pas démolir les chapelles qui existent dans certains lycées au nom de l'application de la laïcité. Sauf que là, c'était quand même une création récente et que personne n'a voulu faire respecter la loi. La culture a donc bon dos quand il s'agit d'entorse à la laïcité. Alors, écartons un petit peu le spectre au-delà de la ville de Béziers. Nous avons vu que l'article 28 de la loi de 1905 mérite d'être connu et popularisé. Il en est un autre qui, à mon sens, mérite d'être également retenu. C'est l'article 35. Il s'inscrit dans l'ensemble des articles concernant la police des cultes et précise le point suivant. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Vous constaterez que le législateur a réactualisé les tarifs, sans préjudice des peines de complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Donc, à propos de M. Éric de Moulin-Beaufort, dont on a parlé déjà plusieurs fois, moi j'ignorais tout de cette personne il y a quelques mois. Ce monsieur donc exerce, vous l'avez compris, la charge de président de la conférence des évêques, c'est l'évêque-chef. Et cette occupation honorable lui crée quand même quelques soucis avec les problèmes que nous avons évoqués. Je rappelle donc que l'Église catholique a quelques ennuis avec le nombre non négligeable de ces prélats qui ont la sale manie de mettre leurs mains dans la culotte des petits garçons ou d'adolescents prépubères. Ceux qui ont eu à subir ces actes pédophiles se sont comptés, on l'a dit, par milliers, et la hiérarchie catholique a pris soin de recouvrir ces agissements d'un voile pudique qui a finalement été déchiré par les témoignages.
Et donc, interrogé sur ces affaires, Éric Moulin de Beaufort a déclaré à l'automne dernier sur les antennes de France Inter que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. On peut supposer que s'il avait tenu ce propos en chair, au cours d'un office, ces propos auraient pu lui valoir une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, selon l'article 35 de la loi de 1905 qui régit la police des cultes, et que je viens de citer à l'instant. Sur une antenne de la radio publique, c'est apparemment moins risqué. Mais enfin, si on appliquait avec un peu plus de rigueur ces articles concernant la police des cultes, peut-être que les lois de la République seraient mieux respectées et qu'on éviterait certaines dérives. Je pense aux imams qui se répandent dans certaines mosquées ou sur les réseaux sociaux pour expliquer que la loi du Coran est supérieure à la loi de la République, ce qui appelle à la violence à l'encontre des mécréants ou des femmes qui prétendent s'émanciper de lourdes tutelles patriarcales. Ils pourraient encourir des sanctions du même ordre. Et peut-être que si l'article 35 de la loi de 1905 avait été appliqué préventivement lors de l'affaire Samuel Paty serait encore vivant. Un autre phénomène, alors très récent, moi, qui m'a fortement alerté, ce sont les prières publiques. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ces agissements. Cette mode a été importée d'Autriche et des catholiques à tendance intégriste reprennent en France cette initiative qui consiste en des récitations de chapelets publics chaque mercredi dans le monde entier avec vocation de regrouper un maximum de chants autour de calvaires. Ils appellent ça, et on appréciera dans le contexte de la politique internationale actuelle le bon goût de la chose, les mitraillettes du bon Dieu. C'est ce que l'on qualifie à propos d'autres religions de prière de rue. Et il serait utile de rappeler à tous ces gens, quelle que soit leur confession, que les manifestations sur la voie publique sont soumises à autorisation. Il y a quelques mois, pour avoir transgressé cette règle, certains protestataires qui revêtaient des chasubles jaunes l'ont payé d'un prix assez élevé, et juridiquement, et parfois dans leur chair. Là encore, la loi de 1905 se présente comme un véritable couteau suisse au service de la défense des principes de la République. Si on prend son article 27, les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte sont réglées en conformité de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Et il y a dans cet article assez de matière pour endiguer les tentatives d'investir l'espace public par des rassemblements à connotation religieuse non autorisée. Donc c'est vraiment dommage que la République oublie de rappeler les lois dont elle dispose pour défendre ses principes fondamentaux, et quand on le lui rappelle que les services de l'État, voire la justice, oublient quand même d'en faire un usage un peu plus républicain. On évoque particulièrement, y compris dans l'association où j'exerce des responsabilités, la loi de 1905 un petit peu comme un totem. Alors c'est bien de parler de la loi de 1905, de rappeler qu'elle existe, mais aller plus profond dans son contenu et montrer qu'on peut en faire un usage au quotidien, c'était un petit peu le souci sur lequel je m'attardais dans mon propos. Quant à la laïcité à l'école, mon expérience m'autorise à évoquer le combat laïque à mener au sein de l'école publique. J'ai été enseignant pendant 40 ans, directeur d'école pendant 20 ans, signataire en leur temps de l'appel de Vincennes condamnant la loi Debré et le financement sur fonds publics des écoles privées. Les DDEN mènent avec une certaine vigueur le combat laïque, même s'ils sont souvent amenés à constater leur impuissance à faire évoluer cette cause autant qu'ils le voudraient. En son temps, Jules Ferry affirmait que pour défendre la République, il fallait former des républicains. Ça va un petit peu de soi. Et c'est le rôle qu'il a signé à l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Le Code de l'éducation, qui est actuellement en vigueur, rappelle cette mission. Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie.
On ne peut se réjouir que de ce postulat. L'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage d'Internet et des services de communication au public en ligne. Cet enseignement comporte à tous les stades de la scolarité une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international, à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Parmi les droits de l'enfant, il y a aussi le respect de la personne et donc les atteintes sexuelles dont on a évoqué la pratique. Tout devrait donc fonctionner pour le mieux, pour former des apprentis citoyens, sauf que par frilosité, crainte des pressions communautaires, négligence et manque de formation, l'école publique et ses maîtres ne remplissent pas vraiment cette mission. En juin dernier, Jean-Pierre Aubin, inspecteur général de l'Éducation nationale, qui avait été missionné pour un rapport sur les dispositifs permettant aux enseignants d'acquérir la connaissance et la compréhension du principe de laïcité, dressait un constat pour le moins sévère de la situation. Pour les élèves, disait-il, la laïcité est souvent perçue comme coercitive, voire punitive, et aurait pour objet de brider l'expression des religions. Il déplorait que l'éducation nationale n'ait pas su dire et faire comprendre aux élèves combien le principe de laïcité est avant tout protecteur des libertés. Concernant les valeurs de la République, il relevait une perception brouillée où la lutte contre les discriminations, abordée sous l'angle négatif, peut faire le jeu d'idéologies victimaires. Il constatait que la laïcité est affublée d'épithètes ouvertes, bienveillantes et autres, et s'inquiétait de voir apparaître sur certains sites académiques, et ça on a pu le vérifier, des documents ou des références assurant la promotion d'une laïcité concordataire. Je prendrai un exemple, la charte de la laïcité, qui est un document que j'évoquerai à l'instant, a été déclinée par les éditions Milan, qui sont une édition confessionnelle, sous une forme adaptée aux enfants. Et en fait, on s'aperçoit que la présentation biaisée de ce document, qui est pourtant fondamental, conduit plutôt à favoriser l'œcuménisme que l'esprit laïque. Donc vous voyez le type de dérive auquel on peut être confronté dans le monde scolaire et qui ont comme vecteur la DGESCO et les sites officiels de l'éducation nationale. Donc, concernant les enseignants et personnels d'éducation, le rapport pointait un désarroi dominant et la demande de cohérence, de définition simple et claire de la laïcité, accompagnée d'un soutien didactique et d'une solidarité effective de la hiérarchie. Effectivement, quand on discute avec les enseignants, dès qu'ils durcissent un petit peu le ton sur la défense de la laïcité, ils sont en principe lâchés en rase campagne. Le rapport dénonçait l'insuffisance de la formation des personnels au thème laïcité, valeurs de la République. Un enseignant sur 100, dans le premier degré, aurait bénéficié d'une journée de formation sur ce sujet. Et chez les personnels d'encadrement et de direction, les inspecteurs, les chefs d'établissement, la formation semble aussi insuffisante et la demande limitée, la doxa en la matière étant le principe du pas de vague. Je parlais de la charte de la laïcité. Bon, la charte de la laïcité est en vigueur dans les écoles depuis 8 ans. Elle contient 15 articles. Les 5 premiers reprennent les principes fondamentaux de la République, l'article 1 de la Constitution, la séparation des religions et de l'État, la liberté de conscience et d'expression, la devise de la République et la déclinaison de ces principes dans le cadre scolaire. Les 10 suivants sont des applications dans le monde de la vie scolaire de ces éléments-là, avec leur déclinaison sous la forme de la liberté d'expression, de l'universalisme à travers une culture partagée, et vous savez qu'on est confronté de plus en plus à des refus d'enseignement, le refus des discriminations, l'égalité des sexes, la lutte contre les prosélytismes et la neutralité dans l'espace public que constitue l'école. Cet outil didactique, dont l'affichage est obligatoire dans les classes, doit être présenté et expliqué aux élèves et aux familles. Notre organisation a mené une enquête au printemps 2021 sur le climat scolaire et
sur le volet laïcité. Et il ressort, pour ce qui concerne l'Hérault, on a un petit peu détaillé les résultats, que la charte de la laïcité demeure ignorée dans plus du quart des écoles et que sa présentation aux parents n'est effective que dans 2/3 des écoles de l'Hérault. Ce n'est pas vraiment mieux dans l'ensemble national. Donc, le ministre a prétendument fait de la laïcité un de ses engagements, sauf que vous savez un petit peu ce qui s'est passé dans les écoles d'hiver dernier, absentéisme massif des enseignants, des enfants et autres, et la première urgence qu'il a eue à la rentrée des vacances de février, c'est de programmer des stages de formation à la laïcité imposés brutalement, alors que les équipes avaient besoin de se ressaisir, de se rencontrer, d'échanger entre elles. Donc, à part de vouloir tuer ce type de formation en la présentant sous le jour le plus défavorable, on voit mal comment on aurait pu se passer. Moi, les inspecteurs de l'éducation nationale que j'ai rencontrés fréquemment étaient catastrophés par la chose. C'est eux qui en prennent plein la figure parce que leur personnel leur dit « c'est pas le moment, on peut pas, on a vraiment autre chose à faire ». Et ça tombe directement du ministère. Alors le ministère, moi je rappellerai que c'est celui qui à l'époque avait nommé sur injonction du président de la République la rectrice de l'Académie de Versailles qui avait laissé en rase campagne Samuel Paty quand il a été confronté quand même à l'agression des islamistes. On l'accusait d'être responsable d'un discours un petit peu sectaire et braqué. Ça lui a coûté la tête, vous le savez. Et parmi les autres inquiétudes qu'on peut avoir, c'est la nomination au Conseil supérieur des programmes de M. Marc Chérigam. Alors ce monsieur qui n'est pas vraiment très très connu, il a quand même une réputation un peu sulfureuse. Il a exprimé son souhait du retour du christianisme dans les questions éducatives et il apporte son soutien aux écoles privées hors contrat. Et je vais vous en parler des écoles privées hors contrat. Alors c'est vrai qu'elles ne concernent pas un nombre massif d'élèves. Il y a 85 000 élèves, semble-t-il, qui seraient scolarisés dans ces structures-là. Mais leur nombre est passé en 12 ans de 800 à 1800. Si vous cherchez des informations sur les écoles privées hors contrat, je l'ai fait la semaine dernière, vous ne trouverez rien, ni sur le site du rectorat, ni sur quelle formation que ce soit, avec n'importe quel moteur de recherche que ce soit. Ça ne marche pas. Donc c'est l'omerta la plus totale là-dessus. Mais quand même, bon, le Comité national d'action laïque a engagé une action en 2021. Il a demandé à accéder au rapport d'inspection des écoles hors contrat existant en France. Et il a obtenu, non sans quelques difficultés, ces rapports d'inspection. Car lors d'une ouverture d'école, l'éducation nationale est obligée d'apporter, d'aller exercer un contrôle. Bon, ces rapports, ils concernent environ 10% des écoles hors contrat. Ils attestent des manquements fréquents aux obligations légales de ces établissements qui ne sont certes pas contraints de respecter les programmes de l'éducation nationale, mais doivent obligatoirement respecter un socle commun de compétences et de culture dans lequel figurent les valeurs de la République. Parmi les manquements fréquemment relevés, un déficit de formation à l'esprit critique, ça vous surprendra, des amalgames fréquents entre histoire et religion, des concepts racialistes qui apparaissent dans certains enseignements, ne parlons pas d'éducation à la sexualité, c'est proscrit, une absence de référence aux valeurs de la République, l'usage de manuels obsolètes qui datent parfois des années 60 du siècle dernier, l'absence fréquente de pratiques de l'éducation physique et sportive, une mixité scolaire assez fréquemment ignorée et les filles presque systématiquement privées de toute responsabilité. Ce qui fait dire au secrétaire général du Comité national d'action laïque, la liberté de l'enseignement ne doit pas être le prétexte à un enseignement de si mauvaise qualité. Donc les écoles privées hors contrat sont en principe exclues de tout financement public, même si certaines collectivités territoriales ne se privent pas de leur attribuer des subventions ou des aides indirectes par mise à disposition de locaux
à des conditions plus qu'avantageuses. Ça avait été le cas du maire de Béziers à l'époque, qui avait prêté des locaux à une fondation qui s'appelait la Tour de l'Espérance. Mais la source de revenus la plus profitable, elle provient de la défiscalisation. La promotion de cette libéralité figure en tête de gondole sur les sites internet de ces écoles, souvent bien avant le projet pédagogique. Grâce aux fondations reconnues d'utilité publique, les écoles privées hors contrat peuvent collecter des dons de particuliers défiscalisés à 66%, voire même à 75% pour les heureux contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Les entreprises ne sont pas en reste puisqu'elles peuvent déduire 60% de leurs dons dans la limite de 20 000 euros et de 5% du chiffre d'affaires. Les legs sont totalement exonérés de droits de succession. Et ça marche plutôt pas mal puisque la Fondation pour l'école annonce 6,3 millions de dons en 2021 et Espérance Banlieue 5,4 millions. Toutes ces sommes soustraites au budget de l'État par défiscalisation, elles seraient bien utiles quand même au fonctionnement de l'éducation nationale et à l'aide aux publics les plus défavorisés. Alors parmi les donateurs, vous avez des gens modestes, la Fondation Bettencourt-Schuller, BNP, Engie, Auchan et quelques autres. Mais on ne va pas oublier non plus l'école privée sous contrat parce qu'elle elle concerne quand même 20% des écoliers, des collégiens et lycéens français. Depuis plus de 60 ans, la France finance sur fonds publics, à hauteur de 73% de ses besoins, un enseignement privé parallèle au service public d'éducation qui s'exonère au nom d'un prétendu caractère propre de certaines obligations et au premier rang desquelles la mixité sociale. Le résultat, c'est un apartheid scolaire où les enfants de bonnes familles fréquentent les mêmes établissements et où les plus déshérités sont confinés dans les écoles ghetto. On se contrefout de l'aspect religieux des écoles confessionnelles. Actuellement, on cherche l'entre-soi. Les familles choisissent des établissements privés sous contrat, non pas pour le caractère propre de l'enseignement qui est prodigué, mais pour éviter à leurs enfants de côtoyer des élèves issus de milieux favorisés, de milieux moins favorisés, lesquels auraient en outre des comportements sociaux jugés inadaptés et présenteraient l'inconvénient, bien entendu, de faire baisser le niveau scolaire. Si on prend les remarques de l'Observatoire des inégalités, en 2019-2020, les enfants d'ouvriers représentaient 12% de l'ensemble de la population étudiante, alors que les ouvriers représentent 21% de la population. À l'opposé, les enfants de cadres supérieurs représentent 34% des étudiants, alors que leurs parents forment seulement 18% des actifs. Thomas Piketty, dans son ouvrage « Une brève histoire de l'égalité », dénonce la situation suivante. Si on prend en compte l'ensemble des dépenses éducatives de la maternelle au supérieur, les 10% d'enfants qui reçoivent le moins reçoivent entre 65 000 et 70 000 euros chacun, alors que les 10% qui bénéficient des dépenses les plus importantes reçoivent, eux, entre 200 000 et 300 000 euros chacun. Donc vous voyez la différence. Certes, l'enseignement privé confessionnel ne porte pas à lui tout seul la responsabilité de cette discrimination. Et si on va voir du côté des lycées parisiens ultra-élitistes de la montagne Sainte-Geneviève, on s'apercevra avec quelle efficacité ils prennent leur part dans la discrimination sociale et scolaire et dans la reproduction en interne des élites. Mais dans nos villes de province, et je pense à Charles Serra et à son panneau qui l'inquiète tant à l'entrée de Clermont-Lérault, où on a la publicité pour l'ensemble scolaire Saint-Guyen, la chasse aux bons élèves s'opère dès l'école primaire et on commence à repérer les enfants et à les orienter vers l'enseignement privé sous contrat et à les soustraire à l'école publique. L'abrogation de la loi Debré et des autres lois anti-laïques est une exigence incontournable qu'il ne s'agit en aucun cas d'oublier. Mais à tout le moins, l'enseignement privé sous contrat devrait prendre sa part de la scolarisation des enfants de milieux défavorisés
et s'il prétend contribuer à l'exécution du service public d'éducation, se soumettre aux exigences de la carte scolaire et accepter dans ses classes la mixité sociale. Et nous, on avait avancé au niveau des DDEN de l'Hérault, et ça a été retenu au Congrès national, que cette condition devrait, ou le refus de cette condition, devrait justifier plus encore notre revendication d'abrogation de la loi Debré. Puisque le service public n'est pas assuré, le financement public a une raison de plus de ne pas l'être. Donc la crise de l'école publique et son incapacité à promettre aux enfants des milieux défavorisés la capacité de s'élever socialement trouve au moins en partie sa source dans la rupture, enfin, il trouverait sa solution dans la rupture avec un dualisme scolaire entretenu depuis 62 ans avec l'argent de l'État et l'argent de nos impôts. Bon, ces expériences, elles n'ouvrent pas tellement à l'euphorie. Il ressort de tout ça que le combat pour la défense et la promotion de la laïcité, pour la formation d'esprit libre, tant dans la société que dans nos écoles, est plus que jamais nécessaire, mais difficile à mener. Ça pourrait conduire au pessimisme, mais je vais citer Gramsci. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Nous disposons de quelques beaux outils pour mener notre combat. Je l'ai dit, la loi de 1905, quand on la détaille dans l'ensemble de ses articles, il faut la préserver, la rendre active dans notre quotidien et empêcher toute altération et tout affadissement. De ce point de vue, je rappellerai que dans les écoles publiques, on a normalement une journée de la laïcité qui se déroule le 9 décembre et qui est malheureusement trop souvent passée sous silence. Et je crois que les laïcs devraient s'emparer de cette chose et faire en sorte que la laïcité soit largement célébrée le 9 décembre. Quant aux écoles, la charte de la laïcité est un outil majeur qu'il faut expliquer aux plus jeunes et qu'il faut populariser. La laïcité, c'est quand même la garantie et la condition de nos libertés. Voilà, merci de votre attention. Merci Claude. Je dois aussi ajouter que les DDEN organisent chaque année le prix de la laïcité dans les écoles et nous avons la chance d'avoir Daniel qui en est le responsable, la cheville ouvrière avec d'autres amis bien sûr DDEN, des amis laïcs.